On y va pour le coup tordu, le 323e épisode du coup tordu, le coup tordu. Ici, on vient parler vélo. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous découvrent pendant le Tour de France. Le coup tordu, c'est un podcast de cyclisme. Mais alors, c'est tout au long de l'année, c'est-à-dire même le 25 décembre, on est capable de vous faire des émissions. Il y a des interviews, il y a des previews dans le coup tordu, le podcast des passionnés pour les passionnés. En plein cœur du Tour de France 2025, on va analyser la troisième étape de ce Tour de France entre Valenciennes et Dunkerque. Dans l'épisode précédent, vous a rentré le top 3 de Jonas Vingegaard, la petite cote à 7 qui fait bien plaisir. Je rappelle, je vais faire le message de prévention d'entrée. Jouer avec excès comporte des risques. Les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Et le conseil du coup tordu, soyez hyper rigoureux sur votre gestion de bankroll. C'est la clé de voûte, la clé de base pour ne jamais se cracher. On y va tout de suite donc pour l'analyse de cette troisième étape. Et dans la place, Monsieur Thibaut, alias Latib. Comment va mon Thibaut ? Écoute, ma foi, il va très bien et il a hâte de parler de cette magnifique étape qui arrive à Dunkerque. On va débarquer du côté du nord de la France, du côté de la Manche et ça va être une belle bataille, une belle guerre entre sprinters. Ah oui, effectivement. Alors on va remonter sur la Manche et on va finir au bord de la mer du Nord. Voilà, ça va être un petit peu le parcours. Là, aujourd'hui, on était au bord de Boulogne. Boulogne, c'est la Manche ou c'est la mer du Nord ? Boulogne, je crois que c'est la Manche. Ouais, et Dunkerque, c'est la mer du Nord. Sûr de sûr. Donc voilà, en tout cas, voilà, on va analyser cette troisième étape du Tour de France. Thibaut, on va revenir rapidement sur ce qui s'est passé donc sur cette deuxième étape. Il y a un fait de course qui t'a marqué et qui pourrait éventuellement avoir un sprint sur le résultat de la troisième étape. Et va falloir bien guetter les décisions des commissaires qui pourraient peut-être intervenir jusqu'à demain matin. Non, c'est bon. S'il n'y a rien eu, il n'y aura rien. D'accord. Donc, Milan contre Bini Girmay, c'est enterré, il n'y aura pas cartonné. D'accord. Ok. Pas cartonné. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut quand même surveiller tout ça parce que peut-être il a même pas pris d'amende de l'UCI. J'ai rien vu de spécial dans les communiqués, donc et puis je sais pas si c'est encore tout sorti, donc non. Pour l'heure actuelle, j'ai rien à te dire. Attends, bulletin. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut dire que Milan est quand même quelque peu nerveux et que la première étape à Lille où ils se sont troués, ça leur a quand même un peu cassé les burnes? Potentiellement aussi. Après, Milan, c'est pas non plus le sprinter qui s'exprime le moins sur un vélo, j'ai envie de te dire. Est-ce que c'est la première fois qu'on voit des coups de sang de Milan? Non. Est-ce que ce sera la dernière fois? Non plus. Est-ce que tu penses pas que en interne, parce qu'on va rappeler un petit peu ce qui s'est passé à la Lidl Trek ces derniers mois, dès l'hiver, on a dit à Mads Pedersen, qui est quand même un super champion, Mads, tu ne feras pas le Tour de France, on va t'envoyer sur le Giro et sur la Vuelta. Il aurait pu leur dire d'aller se faire foutre, de manière claire, nette et précise. Il a dit ok, je fais les classiques, très bonne campagne de classiques, je fais le Giro énormissime. Est-ce que tu penses pas que ça fout clairement la pression en interne? Est-ce que Pedersen n'a pas fait exactement ce qu'il fallait faire pour un petit peu montrer qui est le chef en fait? Pourquoi ? Parce que ça met la pression à Milan. C'est-à-dire en gros le petit jeune, bon Milan a quelques années de moins. C'est en gros le petit jeune, on te le retire. Milan avait fait un Giro de dingue en 2024. C'est en gros, tu vois, Pedersen c'était un peu le leader, le mâle dominant de l'équipe Lidl Trek. Et l'envoyer sur le Giro et la Vuelta, quelque part. Alors attention, c'est bien le Giro et la Vuelta, mais quelque part, c'était aussi un petit, j'ai envie de dire, un mini désaveu. Et ça envoyait aussi un message à Milan. Ça voulait dire, ne te trompe pas. C'est surtout présentement celui à qui ça a fait chier, c'était Mads Pedersen. Mads Pedersen, jusqu'à présent, la cohabitation passait bien avec Milan et le fait qu'il soit écarté de la sélection du Tour de France, ça l'a clairement fait chier. Donc en soi, non, je pense que tu te fourvoies dans ta réflexion. Ah bah oui, voilà ce que je dis. Pedersen, ça l'a fait chier et il a répondu de la meilleure des manières, à savoir sur le vélo. Oui, il a sans doute, mais après, Milan postule quand même à la position de sprinter le plus rapide du monde et il est en concurrence directe avec Tim Merlier. Donc, si tu dois le mettre quelque part, c'est sur le Tour. S'il y a une épreuve à subir, c'est celle de battre le plus souvent
Tim Merlier et de montrer que c'est lui le mal alpha du sprint dominant. Et du coup, faut que tu sois là sur le tour et après, faut que tu sois performant. Donc, à charge de Milan de conclure après. Mais il est à sa place. Après, est-ce que ce Tour de France est le plus adapté pour les qualités intrinsèques de Jonathan Milan? On peut en parler. Eh ben, on va parler de tout ça, Thibaut. Donc, troisième étape entre Valenciennes et Dunkerque. On reste sur les routes nordistes. Je te laisse la main sur le parcours. C'est assez simple. C'est assez simple. On a vu une montée du Mont Cassel l'autre jour sur la première étape. On va la remonter par un autre versant, mais on va monter les derniers passages pavés qu'on a déjà vus, où on a eu un beau strike dans l'échappée avec Ben Tom et Matteo Vercher. Et puis pour le reste, c'est plat comme la main, on va dire, parce que 770 mètres de dénivelé positif, ça fait guère beaucoup. Donc la seule question en fait, c'est la question du vent, parce qu'on aura des zones dégagées juste après ce Mont Cassel, et pour qu'il y ait potentiellement bordure, faut plutôt qu'on ait un vent de sud. Grand bien nous en fasse, parce que s'il est plutôt d'ouest ou plutôt d'est, à partir de 27 km à peu près, t'as des zones qui seront beaucoup plus couvertes. Donc ça implique un vent de côté, et là, vu que c'est couvert, ça peut annihiler un peu l'action, mais l'action elle sera totalement annihilée dès le départ, parce que si tu as une petite zone de bordure de 2 km, malheureusement faudra faire avec un vent de face, un vent de nord. Donc on a une étape potentiellement la plus somnifère de ce Tour de France, avec Chinon, si jamais Chinon, il n'y a pas de vent. Est-ce que, tu vois, parce qu'on va quand même prévenir un petit peu tout le monde, comme tu le dis, étape somnifère, vent de face sur la majorité de l'étape et un bon petit vent de face. Qui va partir à l'avant et pourquoi? Et est-ce qu'on peut avoir un scénario aussi où on n'a pas de... Parce qu'il n'y a qu'un seul point à croquer en cours de route pour le maillot des grimpeurs. Est-ce qu'on peut avoir finalement un scénario où, dès le départ, personne n'y va en fait? C'est possible. En vrai, c'est possible. Est-ce que tu as envie de te mettre dans cette galère? Allez, hormis Ben Tom qui pourrait avoir dévisé, aller prendre le maillot à poids à Tadej Pogacar, mais encore, il égalerait Tadej Pogacar. Donc après, ça se joue quoi à la place au classement général? Donc c'est peut-être un peu mort. J'ai pu regarder la spécificité du règlement, donc je veux pas te dire de conneries, mais ça fait quand même de la route pour aller chercher un maudit point. Il a été pas enclin à partir aujourd'hui, justement, parce que ça faisait aussi de la route. Non, on peut avoir une étape qu'on piche. Ouais. Franchement, tactiquement, je vois pas qui est le DS qui va envoyer effectivement un coureur véritablement se tuer là-dedans, se prendre le vent de face toute la journée. En plus, si ça part, potentiellement... Tu l'envoies à l'abattoir pour aucun gain, en fait. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, je vois pas le. Franchement, ça peut être l'étape la plus dégueulasse du Tour de France, potentiellement. Ah bah oui, on dit la vérité dans le coup tordu, on n'est pas là pour. Honnêtement, je vais te le dire. D'habitude, quand tu sais, je rédige les previews vélo flûté, je mets les heures de départ et les heures estimées d'arrivée. Suivant le scénario que j'anticipe, tu vois, je prends soit les créneaux les plus rapides, soit l'entre-deux, tu vois. Pour cette étape, je me suis pas caché. J'ai pris vraiment la moyenne la plus faible de 42 km/h prévue et l'horaire estimé le plus tard. Mais ça se trouve, on va arriver encore plus tard. C'est bien possible qu'on ait une arrivée aux alentours de 18h. C'est complètement possible, Thibaut. Alors en revanche, on va avoir une étape quelque peu dégueulasse, mais par contre, le sprint, il va être particulièrement intéressant. Il va être plus particulièrement intéressant parce que t'as pas forcément des très gros trains, hormis la Uno X, les Lidl Trek et potentiellement les Alpecin. Les autres doivent se débrouiller avec des trains un peu moins composés. Et puis il y a ce vent de face, donc forcément, même si tu peux le minorer à partir du dernier kilomètre parce que tu rentres un peu plus dans une zone urbaine couverte par les bâtiments, l'approche, elle, est totalement exposée au vent et à un vent de face. Donc le timing va être important pour ces trains parce que tu peux très vite épuiser tes éléments et en fait te retrouver avec ton poisson pilote qui doit faire l'effort un peu tôt ou voire reculer et profiter des autres
parce que sinon, en fait, il envoie son sprinter un peu tout seul dans les 600 derniers mètres. Voilà, c'est-à-dire que le timing va être mais capital, et en plus, comme on arrive aussi sur un sprint vent de face, tous les sprinteurs qui n'ont pas de train ou alors qui ont des mauvais trains peuvent aussi se retrouver dans la boîte dans les 500-600 derniers mètres et espérer une remontada si jamais un gros leader, on va dire un Milan, un Merlier ou un Philipsen se retrouve un poil plus tôt devant, et globalement on a 3 gros favoris de l'étape, vous l'avez compris, Merlier, Milan et Philipsen, mais ce scénario de course vent de face, ça peut remettre énormément de mecs dans le jeu. Ouais, c'est ça, totalement. Donc gare aux surprises. Bah oui, non, mais ouais, c'est exactement gare aux surprises. Alors Thibaut, écoute, on va y aller direct sur ce sprint, vu que la course va se résumer, on va dire, aller aux 5-6 derniers kilomètres. On va avoir de la pluie aussi en début d'étape, ça on l'a pas dit, il me semble. Ouais, mais après ça va se calmer théoriquement, donc un peu comme aujourd'hui. En gros, c'est le même schéma, c'est pluie au début, puis plus tu vas te rapprocher des côtes, plus on va pas dire que le soleil fait son apparition, mais le temps va devenir beaucoup plus clément et les routes vont être asséchées. Thibaut, alors qu'est-ce que tu vois toi sur ce sprint, qui est ton favori, quel est ton pronostic, quelle est ta prédiction? Écoute, si on en juge par son historique, Giro 2021, premier sprint massif, il le remporte. Tour de France 2021, premier sprint massif, il le remporte. Vuelta 2023, il fait 3e du premier sprint massif, et Giro 2024, premier sprint massif, il le remporte. C'est un homme qui met souvent la balle au fond. C'est le meilleur sprinter du monde actuellement. Alors oui, il a pas beaucoup de train, mais il se débrouille très bien, et il se débrouille très bien aussi dans les sprints longs. C'est potentiellement quelqu'un qui peut surprendre Jonathan Milan. Je vais partir évidemment sur Tim Merlier. Écoute, on est sur le même, et moi je vais aller encore un petit peu plus loin. L'argument qu'Enzo nous avait donné dans le podcast avant-hier, c'est-à-dire qu'à une époque, il y avait un truc, c'était sprint vent de face, Caleb Ewan, sprint vent de dos, c'était Tim Merlier, parce que sa spécialité, il vient du cyclocross, il était plutôt bon sur les sprints entre 14 et 16 secondes. Là, on va avoir un sprint de 150 mètres, peut-être 120 mètres, ça dépend du vent de face, donc il va falloir vraiment taper un sprint de 8 à 10 secondes. Ça aurait été parfait pour le grand Caleb Ewan. Nasser Bouhanni également aurait bien aimé, puis encore un petit peu plus à l'ancienne, comment il s'appelait déjà l'Australien là, Robbie McEwen, ça aurait été aussi, d'ailleurs Guillaume Di Gradia qui passait son temps à appeler Caleb Ewan, il l'appelait Robbie McEwen, mais c'est vrai qu'il y avait une grande similitude entre ces deux sprinters. Et pour moi, si tu veux, je rebondis aussi sur ce qu'a dit Enzo et ce que tu disais aussi dans le podcast avant-hier, c'est que Merlier, il a énormément travaillé sur tout ça, et on va dire la précision chirurgicale et l'instant où il va falloir déclencher son sprint, ça va être véritablement capital. C'est un tueur. C'est un tueur, il sait choper son moment, et à chaque fois, ça fait mouche. C'est pas un sprinter, c'était un sprinter un peu au début qui était un peu dépendant de son train, parce qu'il avait du mal dans le placement, il avait du mal dans ce moment du feeling, et plus il avance dans sa carrière, plus il sent le sprint, et maintenant, il ne sent plus le sprint, il pue le sprint. Donc la victoire de Tim Merlier, la cote à 2,75, moi ça sera 0,15% de bankroll. Il y a pas, attention, il y a pas non plus une value qui est complètement dingue. Il est favori, très clairement. Voilà, on va dire que la cote est correcte, mais pas non plus. Il y a quand même, je pense qu'il y a quand même 15-20 mecs au départ de l'étape, parce que ce scénario, je pense qu'un mec comme Arnaud Démare doit se dire pourquoi pas. Alberto Dainese, si on a une à croquer, ça se dit pourquoi pas. Donc vraiment tous ces sprinteurs qui sont cotés, on va dire entre la 10e et 15e place, ils se disent finalement sprint vent de face, je sais que je vais pas être largué par
par les bordures. Le vent de face va pouvoir éventuellement me ramener dans le final, même si je suis un petit peu largué. Même un Brian Cocard doit se dire, éventuellement, remonter les places. Le coq, c'est aussi quelque chose qu'il aime bien. Donc je pense qu'au départ de l'étape, il va y avoir à peu près 20-25 mecs qui se disent, si quelqu'un doit gagner, pourquoi pas moi. Alors Thibaut, est-ce qu'il y a des noms un petit peu surprises pour toi qui pourraient, est-ce que pour toi le podium Merlier, Milan, Philipsen te paraît totalement établi, ou est-ce que tu vois possiblement des mecs capables d'aller perturber la hiérarchie? Compliqué à dire parce que je pense que il y a quand même possibilité que un des trois se trouve, mais ça ouvre l'éventail des possibles. Et après, pour trouver le sprinter qui maîtriserait un peu tous les autres adversaires et qui arriverait dans cette 4e position, compliqué de le ressortir honnêtement. Après, moi, il y a beaucoup de noms qui plaisent, mais moi, il y en a un qui me plaît bien, qui est en confiance, qui a été, qui a perdu sur qui a été, on va dire, enlevé sur du sprint sur la course de Lille sur un incident mécanique, et qui était très très bien sur la 2e étape, c'est Jack Stewart. Ouais, mais Jack Stewart, il a Pascal Ackermann, quoi. Ouais, mais alors justement, ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que si tu reprends l'historique entre les deux, déjà tu prends sur les 4 jours de Dunkerque, sur la première étape, on voit que Stewart est là pour faire le sprint d'Ackermann. Et comme dit souvent Cyril Guimard, le pouvoir, ça se demande pas, le pouvoir, ça se prend. Et sur cette première étape des 4 jours de Dunkerque, on voit que Stewart, il est au-dessus d'Ackermann. D'ailleurs, à un moment donné, il y a un trou et Stewart tente le dernier kilomètre. Et ça a failli passer d'ailleurs. Et ensuite, sur les étapes suivantes, on voit clairement que Stewart est au-dessus. À la fin, la dernière étape, Stewart la remporte et la met au fond. Derrière, il bat Milan sur le Dauphiné. Donc moi, j'ai plutôt l'impression que du côté des Israël, on vient à minima avec 2 cartes, parce que quand t'as un mec qui a tapé Jonathan Milan il y a moins d'un mois, je pense quand même que tu lui fais confiance. Donc pour moi, c'est ou les 2 cartes, et moi, à la limite, je ferais même travailler Ackermann pour Stewart. Après, Ackermann, c'est un trentenaire, c'est un croco, je pense qu'il en a pas envie, mais je pense vraiment qu'il vienne avec 2 cartes. Moyennement convaincu. Honnêtement... À quoi ça sert de faire venir Ackermann si tu lui dis non? Tu lui dis pas non, mais en gros les gars, démerdez-vous. Hein. Il y a bien une équipe cette année qui vient avec 3 cartes. On en parle ou pas de l'organisation de la Cofidis pour les sprints? C'est moi ou c'est un peu la foire à la saucisse? T'as eu quand même de la part de Vasseur et de Cocard l'explication. On vient là pour chercher des points, et du coup que ce soit sur les sprints plats, Cocard le dit lui-même, il a travaillé un peu plus d'autres filières, donc et puis vu qu'il est un peu plus petit, il est un peu moins puissant que les autres, donc il n'est pas forcément privilégié sur les sprints plats, et c'est plutôt Alexis Renard. Mais ça ne l'empêche pas de faire son sprint de son côté pour aller chercher une autre place aussi et inscrire des points UCI qui leur sont précieux. Et puis sur les sprints difficiles, là c'est la carte privilégiée, en sachant qu'ils ont Alexandre Rambourou aussi, et que c'est la même situation. En fait, les deux font leur sprint de leur côté pour essayer d'aller chercher des places d'honneur chacun, et inscrire peut-être beaucoup plus de points UCI que s'ils avaient fait un all-in absolu sur l'un des coureurs, où le 10 coureurs aurait pris la même place que si les deux font leur sprint de leur côté, tu vois. Au final, est-ce que ça change quelque chose d'avoir un train pour être largement dominé par l'adversité? Autant faire sprinter les deux chacun de leur côté. Ouais, même les 3, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est qu'Arambourou, même sur les sprints plats, il pouvait aussi éventuellement, s'il se sentait bien, avoir un petit peu sa carte. Mais vu le niveau, laisser 2 ou 3 mecs dans le vent, je sais pas, hein, je sais pas. Après, on verra bien, mais effectivement, ils viennent. Le problème, c'est qu'ils commencent à jouer un petit peu la stratégie d'Astana, mais avec 6 mois de retard, quoi. Ça va être un peu, ça va être un petit peu problématique. Donc toi, Thibaut, tu te mouillerais pas sur un éventuel coureur pour aller taper un top 3, pour aller créer une éventuelle surprise, un mec qui peut avoir le profil d'aller chercher quelque chose? Ouais, et puis surtout pas Stewart, parce que au final, dans leur preview d'étape, tu vois, c'est vraiment Pascal qui est mis en avant pour les sprints, et puis voilà.
on a un Pascal Ackermann qui est quand même en recherche de victoire sur le Tour de France pour compléter son triptyque des grands tours. Ouais, mais moi je vais rester sur Stewart. Alors je vais vous proposer sur les podcasts précédents, je vous donnais pas les top 10 parce que quand je vous donnais des top 10, bah forcément dans le coup tordu, quand on vous donne des bêtes, on influe sur le marché et voilà, les top 10 ouvraient une heure et demie avant le début des étapes et ça se cassait littéralement la gueule. Seulement sur le Tour de France, le volume de bêtes est tellement important que je ne pense pas que on perturbe véritablement le marché autant que ça. Donc moi, il y aura du Jack Stewart en top 3 à 25 à 0,02% de bankroll et voilà, il y aura aussi du top 10 en fonction de la cote. Je vous dirai ça demain matin sur X, sur Twitter. Je suis d'accord avec toi qui veulent faire croquer Pascal Ackermann. Sauf que maintenant il y a la pédale et à la pédale, mais Stewart il est 1000 fois au-dessus. Ackermann il a montré quoi depuis le début de l'année? Un peu de malchance aussi. Ouais, oui, il est pas en confiance. Stewart, dès le début de l'année, je crois que c'est sur le Tour de la Communauté de Valence, il va nous chercher une deuxième place déjà derrière Jonathan Milan. C'était la Valence ou Grand Camino? Valence, je crois. Les 4 jours de Dunkerque, très bon. Il confirme sur le critérium du Dauphiné, en plus sur un sprint un peu en étant malin, un peu en se faufilant. Moi, je pense qu'il a vraiment travaillé ses qualités sur le plat. Et puis Jack Stewart aussi, c'est un mec, s'il le sent, le briefing dans le bus, c'est encore une fois ce que j'ai vu sur les 4 jours de Dunkerque, c'est que le pouvoir il le demande pas, il le prend. Et s'il se sent bien à 200-300 mètres de l'arrivée, il y a pas de, pour moi il va, voilà. Après oui, si Ackermann est placé, enfin voilà, pour moi il faut vraiment un concours de circonstances pour que Stewart joue pour Ackermann dans le final. Donc pour moi de base les deux vont avoir leur carte et puis Ackermann je pense qu'il a un salaire supérieur, voilà, il a des galons, c'est un mec qui a déjà gagné en grand tour, donc je pense qu'il y a aussi une hiérarchie un petit peu politique mais qui est pas forcément celle qu'on va retrouver sur le vélo. Mais après Thibaut, tu auras peut-être raison, peut-être que Stewart fera pépé pour Ackermann, mais j'observe un petit peu la bataille entre les deux depuis 2 mois à peu près. Moi, je pense que potentiellement, ça peut être l'inverse. Mais après, comme dirait Roland Courbis, peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe pas. Voilà, mon Thibaut. Ouais, voilà. Après, j'ai la réflexion quand même sur les Uno X. À voir suivant les déclarations en début d'étape. Est-ce que moi, j'ai l'impression que c'est pas un sprint qui est absolument... J'ai l'impression que c'est pas du tout taillé pour Søren Warensholt. Bah, gros gabarit, qui prend beaucoup le vent. Tu vois, alors après, j'ai pas non plus... C'est surtout qu'aujourd'hui, il paraissait dans le mal, tu vois. Donc, est-ce qu'il cache pas quelque chose? Faut surveiller quand même les déclarations sur les réseaux sociaux, que ce soit des Uno X, peut-être les médias aussi un peu danois avec le journal Feltet et TV. C'est quoi? C'est le site, c'est tv.tv, tout.dk. C'est les 2 sites nordiques qui vont te traiter un peu plus justement de leurs coureurs. Et là, tu auras peut-être des infos. Alors après, si on prend la compo des Uno X, Magnus Cort, on sait qu'il aime pas trop frotter, surtout en première semaine. Non, mais ce serait Fredheim. Oui. Bah c'est vrai que les Uno X, ils se démultiplient à l'infini, quoi. T'as l'impression que quand il y en a un qui est dans le mal, t'en as 3 qui peuvent le suppléer, quoi. Donc ouais, pour ceux qui veulent tenter un petit top 10, moi je trouve qu'en fait, au niveau des qualités, alors après je vais pas le prendre, je vais pas le miser parce que ça manque peut-être un peu d'expérience, ou alors qu'est-ce que ça pourrait donner en top 10. Moi je trouve que celui qui a les caractéristiques qui correspondent mieux à ce sprint vent de face, c'est Paul Penwet. Un petit gabarit de poche, voilà. En forme. Ouais, mais est-ce que Paul Penwet, en fait, son meilleur match-up au vu des déclarations de Brian Cocard, c'est pas plutôt son match-up? Alors, on va aller voir ça parce il est face à Brian Cocard à 1,61. Ça va être pris. Ouais, après. Et dans ton esprit, moi, j'en avais peut-être un autre. J'en avais peut-être un autre de match-up. Je vais pas y aller parce que sur un sprint vent de face comme ça, je pense que Cocard, il se dit, voilà, pourquoi pas, quoi. C'est vraiment sur les sprints plats, quand il y a gros vent de face, c'est les mecs, on voit qu'ils sortent pas les stagiaires pour les match-up sur ces grands tours, parce que là on colle vraiment 2 sprinters qui ont voilà, c'est assez bien coté. L'autre match-up, ouais, Fredheim contre Van Der Poel, non? Non, pas du tout. Tu parlais de Stewart, et on a Tobias Andresen qui a fait ses déclarations, notamment sur les sprints plats, où il servirait plus de poisson pilote pour Pavel Bittner.
Et après, c'est relâchement total. Mais dans l'esprit, est-ce que un Jack Stewart, lui, se bat peut-être un peu plus qu'un Tobias Lund Andresen? C'est possible. Donc même en tant que poisson pilote, il peut finir devant. Et si tu as à l'esprit que Jack Stewart, on va plutôt jouer sa carte que celle de Pascal Ackermann, voire on va jouer les deux, est-ce que le match-up ne devient pas plus intéressant d'aller sur le Britannique? Ils ont bien dit que sur les sprint plats, c'était pas Pavel Bittner qui avait... Ah oui, c'est Tobias Andresen qui a dit lui-même qui l'a dit lui-même. Attends, je peux même aller chercher la déclaration s'il faut. Alors ça fait longtemps que j'ai pas joué de match-up, mais alors là les amis, celui-ci, je vais même pas aller finalement, j'irai pas sur le top 10 de Jack Stewart. Je n'irai pas sur son top 10. Je n'irai pas sur son... Là, je vais aller sur le... Oui, ça le match-up me plaît. Ça va être 0,25% de bankroll. Parce que moi, je suis persuadé que chez les Israël, dans le pire des cas, on joue les deux. Je suis convaincu que Stewart sera pas pépé pour Ackermann. J'en suis sûr et certain. Après, peut-être que je me trompe, hein, encore une fois. Hein. Mais vraiment, à la vue de ce qu'il a fait, de ce qu'il a montré, en plus, ils viennent de le re-signer pour 3 ans. Et je peux pas me la traduire la page, là. Non, mais j'avais entendu parler d'un truc comme ça. J'avais entendu. Alors, c'est qui sur les rois de la pédale tout à l'heure qui a donné Tobias Lund Andresen comme pronostic? Ouais, mais c'est parce que il y a sur sa déclaration d'aujourd'hui, il disait que l'étape lui convenait parfaitement, tu vois. Alors que hier, c'était autre chose. Ah oui, non, je veux même pas me manger la tête. Il est prêt. En fait, ça reste Pavel Bittner sur les étapes plates reste le plan numéro 1 et il est là pour prendre le relais au cas où, tu vois. Mais faut une défaillance de Pavel Bittner, sinon il se sacrifie totalement à la cause du Tchèque. Ok, bon, ouais, ce match-up me plaît énormément. Donc le top 3 de Stewart, je le prends à 25, la cote 0,02% de bankroll, donc c'est 2 euros sur une bankroll à 10 000 euros. Et puis j'accompagnerai avec le match-up. Donc là sur le book ref, on est à 2,20, donc ça sera 0,25% de bankroll pour Stewart devant Tobias Lund Andresen. Ça me paraît très très bien doté. T'as vu un autre truc? Quand je vois la façon de courir en tant que PP de Jack Stewart, honnêtement, il a même en tant que PP, il a plus de chances de finir devant Tobias Andresen parce que c'est un poisson pilote qui s'arrête sur la ligne d'arrivée. Totalement. Il se relâche jamais. Ouais. Et puis il lâche son sprinter super tard, contrairement à Tobias Andresen qui lui va faire son travail pour essayer de lâcher son sprinter plutôt dans la bonne roue, tu vois. Non, mais contrairement à Jack Stewart qui lui va aller faire le boulot jusqu'au bout. Oui, et puis il va la faire à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il va il va vouloir aller pour le lâcher le plus tard possible, mais il va le lâcher réellement, quoi. Il va faire en sorte que l'autre soit pas dans la roue. Ah bah merde, t'es pas derrière. Ah bah vas-y, je fais le sprint. Hein. Tu vois, c'est un peu ce qu'il avait fait sur à un moment donné sur les 4 jours de Dunkerque. Bon, et puis à surveiller aussi demain matin, si jamais on sent qu'il y a un problème avec Søren Warentschuld, que ça communique sur une maladie ou sur un truc comme ça, Fredheim à la place de le match-up contre Mathieu Van Der Poel, si jamais vous voyez l'info qu'il y a un problème pour Warentschuld, Fredheim devant Mathieu Van Der Poel, ils sont à égalité, donc Fredheim passera donc sprinter, donc là faudra y aller, et puis voilà. Ouais, et puis l'aspect de ce match-up qui est intéressant, c'est que du coup ça revient en fait en France, je précise bien en France, pas à l'étranger, à parier Fredheim top 10 remboursé s'il est à l'extérieur, parce que Mathieu Van Der Poel dans cette configuration de sprint, il est absolument pas poisson pilote de Jasper Philipsen, il est P2, donc il ne finira pas dans le top 10. Ah oui, il y a ça aussi, ouais, c'est que Fredheim, au pire, il va être poisson pilote et Mathieu Van Der Poel va être P2 vu qu'Adam Groves va être le poisson pilote de Philipsen. Donc c'est vrai qu'il y a aussi... alors après, c'est un peu Gumball si jamais Søren Warentschuld est le sprinter des Uno X, mais c'est aussi... dans tous les cas, ça revient. Ouais, mais dans tous les cas, ça revient à parier un Fredheim remboursé top 10 remboursé s'il n'y est pas. C'est vrai. Non, c'est vrai que pour le... Oui. Non, complètement, ouais, pour les... En ANJ, c'est aussi un... Ouais. C'est une variable à prendre en compte. Ouais, parce que... Ouais, non, mais complètement. Parce que Van Der Poel, ouais, pour moi, il n'y a pas un monde où il finit dans le top 10, quoi.
Ouais, non, ouais. Non, Comme moi. Ouais, Comme moi, donc au final, en fait, la traduction de ce match-up, c'est ça en fait. Ouais, si tu le traduis dans les faits des conditions françaises, c'est ça. Bon, faut le prendre en ANJ, quoi. Faut le prendre en ANJ, il va être pris en ANJ aussi de mon côté. Allez hop, on va rajouter un petit 0,25. Si les deux sont hors top 10, on rappelle la règle, si les deux sont hors top 10, c'est remboursé. S'il y a un des deux qui est dans le top 10, c'est lui qui gagne. Oui, non, je vois pas Van Der Poel, je vois pas comment il peut je vois pas comment il peut être dans le top 10. Ça me paraît pas Après moi, pour moi honnêtement dans l'esprit, ils vont sur Søren Walenscholt, à moins qu'il y ait vraiment un problème ou c'est que aujourd'hui il en avait un peu rien à foutre, il savait qu'il passerait pas, mais il semblait peut-être un peu plus à la peine que d'habitude et que hier, c'était bizarre. Ok, écoute, on rajoute 0,25% de bankroll en ANJ, je précise bien en ANJ, à savoir Fredheim devant Mathieu Van Der Poel. La cote sur le Bookref, c'est un 83, ça devrait être pareil sur ce qu'on va avoir sur les books en France. Il y a des coureurs dont on n'a pas... Arnaud Desmars, et je trouve quand même que c'est pas mal pour lui, si j'ai envie de dire, s'il peut nous en claquer une ou faire un bon résultat cette saison, ça peut être là. Ça peut être là. Après, Nono, c'est pas le plus rassurant en ce moment. Il n'y a pas la confiance. C'est un coureur qui marche énormément à la confiance et c'est là où ça pêche un peu. Et les premiers sprints, parce que ça va vraiment être le premier sprint massif, c'est vraiment houleux. C'est pas ceux où il s'exprime le plus parce que ça fait un peu trop les débiles et que Arnaud Desmars n'est plus trop dans cette démarche. On a aussi Meeus et Groenewegen, dont on n'a pas véritablement parlé. Meeus, ça peut être un pic podium tout à fait avec Van Poppel qui a son dopage naturel, qui vient d'être papa, donc qui vole. Meeus, ça peut être c'est probablement le 4e larron. Ah oui, très clairement. C'est même un coureur, honnêtement, s'il va gagner, est-ce que c'est surprenant ? Non. Ah, pas du tout. S'il la gagne, franchement, s'il y en a un qui est capable de taper les trois, à condition égale, c'est lui. Vraiment. Ouais, c'est pour ça. Moi, ça me fait pas sauter de ma chaise. S'il gagne, honnêtement, ça me surprend pas plus que ça. Et puis. Un Bini, s'il gagne, tu vois, ça me surprend au vu de la condition. Après, vent de face, Bini, il aime bien aussi. C'est aussi. Ouais, mais ça manque tranchant quand même sur les derniers sprints. Tu sens que c'est pas forcément le Bini de l'année dernière. C'est vrai. Groenewegen a l'expérience. S'il fait un top 3, je suis pas non plus surpris. Moi aussi quand même. Tiens, à ce propos, là, le transfert de Groenewegen là, chez les Rockets, là, apparemment il y a des rumeurs qui tournent. Ce serait une belle pioche quand même pour les Rockets, mais ce serait un peu surprenant. Un peu surprenant, mais ouais, très belle pioche. Ouais. Bon, après, il est aussi annoncé du côté de la Tudor, donc à voir un petit peu où ça se passera. Bon, récapitulatif des pronostics. Donc Thibaut, tes pronos pour cette 3e étape du Tour de France. Une victoire sans contestation de Tim Merlier. Ok, donc pour ceux qui jouent, pour ceux qui misent, cote à 2,75. Moi, ça sera la même cote à 2,75, 0,15% de bankroll. Le top 3 de Jack Stewart à 25, l'ABK 0,02% de bankroll. Jack Stewart devant Tobias Land Andresen, match-up, la cote à 2,20, 0,25% de bankroll. Et enfin en ANJ, je précise bien en ANJ, le match-up entre Fredheim et Mathieu Van Der Poel, match-up pour Fredheim avec 1,83 la cote et 0,25% de bankroll, à savoir que si les deux sont hors top 10, le pic sera remboursé. Merci beaucoup Thibaut. Merci à toi, et puis on se retrouve pour la très belle et magnifique étape de Rouen. Exactement. Et on te retrouve même avant Thibaut, tes previews sur Vélo Futé. Allez mater tout ça. Et les previews d'Enzo également sur son site The Big Gear. On te retrouve sur Twitter Thibaut Chambre, sur X, sur Twitter. Enzo, vous le retrouvez sur Twitter également, Analyste Phoenix. Et le coup tordu, on est présent sur Deezer, Apple Podcast, Instagram. J'ai complètement oublié Thibaut, on va faire un tirage au sort. Je l'ai pas dit dans le podcast. On va faire le tirage au sort pour offrir la carte de Damien Girard sur Side Limit.
pour ceux qui sont passés par notre parrainage, coup tordu 0 avec le chiffre 0. Donc je vais aller sur la petite roue, je l'avais promis, je l'avais pas fait. Donc si vous voulez intégrer Side Limit, il y a l'appli Side Limit qui va arriver dans les heures, dans les jours qui viennent. Il y aura plein de nouveaux jeux, notre jeu de fantasy préféré. Je rappelle, hyper important, il n'y a pas de collaboration commerciale entre le coup tordu et Side Limit. Ce n'est pas de la publicité. Voilà, c'est si vous réécoutez l'épisode 0 du coup tordu, l'épisode 0 s'appelait Sorare Vélo. On pensait que ce jeu-là, c'est Sorare qui le ferait. Voilà, alors maintenant les jeux sont partis de manière totalement différente, mais on a créé le coup tordu pour parler de ça. C'est pas du tout une collaboration commerciale. Ça, je peux vous le démontrer, vous l'attestez matin, midi et soir, il n'y a absolument aucun problème. Donc on va prendre la petite roue pour le jeu. Alors elle est où la roue ? Ah voilà. Tant que tu perds pas Max sa roue. Oui. Il est temps que j'aille me coucher, moi, avec ces jeux de mots bidons. C'est ce qu'on aime aussi. Allez, on y va. On lance la roue. Donc la roue, je vous l'afficherai sur les réseaux sociaux. Le vainqueur repartira avec la carte de Damien Girard, le baroudeur de Nice Métropole. Et ça repart pour BTP et légumes. Voilà, BTP et légumes. Je crois que vous avez entendu son nom en même temps que j'ai arrêté la roue. Je savais pas que ça envoyait du son aussi, ces trucs-là. Donc BTP et légumes qui repart avec la carte de Damien Girard. Et donc allez faire un petit tour sur Side Limit avec notre code de parrainage coup tordu 0, le chiffre 0 pour participer au prochain tirage au sort pour repartir avec des rewards. Merci à toi Thibaut. Et puis donc on se retrouvera pour la belle étape de Rouen dès demain. Ciao. Allez, ciao.